Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui, comme toutes les émissions d'été, est soutenue par la compagnie MMA qui nous soutient matériellement, ce qui n'est pas rien, et moralement, en nous faisant connaître auprès de ses clients et aussi de ses collaborateurs. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la situation de la psychiatrie et aussi à ce que la psychiatrie peut nous dire de cette période de confinement et de déconfinement que nous venons de traverser. Nous allons le faire avec Raphaël Gaillard. Raphaël Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie, vous êtes aussi le chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous me direz peut-être ce que c'est qu'un chef de pôle par rapport à ce qu'était autrefois un chef de service. Et nous allons vous interroger avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la revue Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Dans une tribune publiée par Le Monde du 1er juillet, l'économiste Jean de Carvaz-Doué et le psychiatre Daniel Zaguri écrivent, je cite, « Les partis politiques n'abordent les questions de santé que sous leur aspect économique et financier. Il y a fort à parier qu'après le choc de l'épidémie de Covid-19, il ne sera pas dit grand-chose de la santé mentale, qui, à notre connaissance, n'est pas à l'agenda du Ségur de la santé lancé le 25 mai. Pourtant, depuis une décennie, la situation est passée de grave à catastrophique. Certes, de tout temps, la folie, terme aujourd'hui refoulé, a dérangé, mais le rejet collectif du différent, de l'anormal dans une société du bien-être, n'explique pas à lui seul la persistance du massacre. Certes, la reconnaissance publique par Agnès Buzyn de l'abandon de la psychiatrie a dégagé l'État d'une posture perverse de déni, mais sur le fond, rien n'a changé. Voilà pour ce qui est du paysage brossé sur la situation de la psychiatrie. Par ailleurs, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé a publié en juin une étude sur les effets du confinement sur la santé mentale des Français et un tiers des répondants déclarent avoir été en situation de détresse psychologique durant le confinement. On voit par là que la psychiatrie pourrait avoir un rôle important à jouer dans la gestion de l'après-coronavirus, mais comme Jean de Carvaz-Doué et Daniel Zaguri le disent, depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics se sont détournés du soin des troubles mentaux. C'est pourtant une spécialité qui est aussi un observatoire pertinent de notre société. Les troubles qu'elle cherche à soulager sont en effet les reflets de notre organisation sociale et de ses dysfonctionnements. Et de plus, la psychiatrie témoigne de la manière dont la défiance est acceptée dans notre pays. Raphaël Gaillard, comme président du Congrès de l'encéphale, vous êtes l'auteur de nombreux articles qui permettent de découvrir la gestion de la crise sanitaire de l'intérieur. On peut y lire que la psychiatrie a une fois encore été le parent pauvre des politiques menées, avec un oubli du groupe hospitalier universitaire psychiatrie dans la distribution de masques, alors que celui-ci accueille 70 000 patients par an. Vous livrez également votre vécu de la crise comme chef d'un pôle qui compte 600 soignants qui ont dû parfois recourir au système D pour continuer à prodiguer des soins. Par ailleurs, vous faites du champ politique une observation clinique qui vous conduit à remarquer qu'il y a une recherche de coupables immédiate qui témoigne de l'impossibilité pour de nombreux citoyens de vivre avec la contingence d'un virus que nous découvrons chaque jour. Cet effritement de la contingence constitue l'être au monde du paranoïaque, ce qui doit nous interroger. Raphaël Gaillard, peut-être commencerons-nous, mais il ne faudrait pas que nous oublions la situation générale de la psychiatrie, mais peut-être commencerons-nous par cette période si particulière que nous avons traversée depuis le 15 mars, et peut-être vous demanderai-je d'abord quels enseignements vous en tirez. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, concernant la crise de la Covid, je pense qu'elle a été à la fois un épiphénomène de la crise de la psychiatrie et qu'elle a permis aussi un effet de loupe
sur cette crise. Alors, vous l'avez évoqué, le premier phénomène qui nous a frappé, ça a été l'oubli de la psychiatrie. Alors, on est habitué au fait que ces maladies extrêmement fréquentes, puisqu'elles touchent à peu près toutes les familles. Il faut rappeler, pour planter le décor, que la schizophrénie affecte 1% de la population générale, les troubles bipolaires 2%, et la dépression 20% sur vie entière. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui fera un épisode nécessitant une prise en charge spécifique, pas forcément médicamenteuse, pour un épisode dépressif au cours de sa vie. Donc des maladies extrêmement fréquentes et en même temps on n'en parle jamais, toujours frappées d'un stigma ou d'un tabou qui fait qu'elles sont de côté, éventuellement refoulées. Et cette crise l'a illustré à nouveau de façon exemplaire, puisque la psychiatrie a été littéralement oubliée du dispositif sanitaire, y compris simplement du dispositif de protection des soignants. Nous nous sommes retrouvés, si je prends l'exemple du GHU psychiatrie et neurosciences qui comprend l'hôpital Sainte-Anne, avec des soignants ne disposant pas de masques, ne disposant pas de gel hydroalcoolique, tout ça au cœur de Paris, c'est 1000 lits au cœur de Paris, et tout ça à 150 mètres pour ce qui est de Sainte-Anne, de l'hôpital Cochin, où nos collègues soignants étaient à peu près normalement équipés. Donc, il y a eu à nouveau la démonstration de cette formidable capacité qu'a notre société d'oublier la psychiatrie, en l'occurrence 1000 lits en plein Paris. Et là, je parle de Paris, qu'est-ce qu'il en est pour ces hôpitaux psychiatriques isolés d'Amiens, de Limoges, de Rouen, qui ont été évidemment encore plus oubliés. Donc ça a été le premier point, celui de l'oubli, une fois encore, de ce qui pourtant touche à peu près tout le monde, la psychiatrie. Ensuite, ce qu'on a pu constater, c'est à la fois une forme de résilience de nos patients, c'est-à-dire que les patients que nous suivons ont relativement bien vécu cette crise. Et à vrai dire, on a cette expérience, l'explosion AZF à Toulouse avait littéralement soufflé un hôpital psychiatrique, l'hôpital Gérard Marchand, et il avait été observé cette discipline, cette résilience, cette tenue en fait des patients suivis en psychiatrie. On l'avait observé aussi lors des attentats à Paris, à Nice. Curieusement, nos patients traversent assez bien ces moments d'intense crise sociale, comme si peut-être ce qu'ils avaient pu vivre par ailleurs était d'une toute autre ampleur encore que ces crises sociales. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est une bonne tenue de nos patients. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'a émergé une catégorie de patients que nous ne connaissions pas. Quand je dis que nous ne connaissions pas, je veux dire par là qu'ils n'étaient pas à ce jour inscrits dans un parcours de soins, ils n'avaient pas sollicité de soins, probablement des personnes qui étaient en relative souffrance mais compensées et qui, dans le contexte d'angoisse générale, ont décompensé et ont nécessité des soins. Donc ça, c'est le troisième phénomène de nouveaux patients. Et puis le quatrième phénomène, il est encore à venir, c'est ce que la crise économique pourra impliquer pour la psychiatrie, en sachant que nous avons l'habitude, nous psychiatres, d'être en quelque sorte des sous-mariniers de la société et donc de voir les lames de fond de cette société. La crise économique à venir, on la pressent déjà au travers notamment de l'incertitude quant aux trajectoires individuelles. Et on est à peu près certain, on l'observe déjà d'ailleurs, qu'elle est à l'origine d'une nouvelle vague, celle-là, une vague de souffrance sociale et de souffrance mentale qui fait l'exercice de la psychiatrie. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais vous interroger sur vos troisième et quatrième points, un peu sur votre perception des personnes qui vont venir consulter ou qui viennent déjà consulter dans cette période de déconfinement, sur le type de souffrance psychique qu'elles endurent. J'ai une impression que je voudrais vous livrer et livrer à votre critique. C'est qu'on a traversé une période très
inhabituelle, un peu archaïque, dans laquelle finalement beaucoup de gens ont eu peur, tout simplement. Ils ont eu peur de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et ça m'a fait penser qu'on a lu beaucoup ces 10-15 dernières années, beaucoup de livres sur le fait que les pathologies mentales se transformaient dans la société, qu'on avait affaire à des troubles liés à la réalisation de soi, aux besoins de performance, à des troubles à un malaise un peu insaisissable qui correspondait, enfin, pour lesquels la psychanalyse ou la psychiatrie n'étaient pas tout à fait armées. Bref, ici, on a l'impression de revenir à quelque chose de très simple, de très fondamental, de très archaïque, tout simplement la peur. Est-ce que c'est une impression que vous avez en voyant des nouvelles consultations de gens arriver chez vous? Raphaël Gaillard. Merci pour cette question parce qu'elle permet de rappeler notre tentative de définition de l'angoisse, qui est quelque chose auquel on est confronté chaque jour dans l'exercice de la psychiatrie, mais qui n'est pas facile à définir. Et on s'accorde sur à ce jour cette simple définition qui désigne l'angoisse sous la forme d'une peur sans objet. Et vous avez beaucoup utilisé ce mot de peur, et je crois qu'il est juste, et il traduit bien l'évolution des personnes au travers de cette crise. C'est d'abord la peur d'un virus, la peur d'une maladie somatique, d'une infection, qui elle-même est très floue. D'abord, on a constaté qu'on n'y comprenait pas grand-chose à cette maladie. C'était censé être un virus respiratoire et c'est devenu beaucoup plus qu'un virus respiratoire. C'était censé être associé dans un pourcentage très réduit de cas à des décompensations respiratoires nécessitant une ventilation mécanique. On s'est aperçu que les choses commençaient avant, continuaient après et que l'enjeu était bien au-delà de cette question de la réanimation respiratoire. Donc, le virus lui-même, en quelque sorte, a été difficile à cerner et à quelque chose de l'ordre du sans-objet. En tout cas, il n'est pas visible, on ne peut pas se le représenter simplement. Donc, lui-même se prête assez bien à l'angoisse dans la mesure où on ne peut le cerner facilement. Et puis ensuite, il y a eu tout le reste. Qu'est-ce que c'est que le fonctionnement d'une société quand elle vit à l'arrêt et qu'est-ce que c'est que le fonctionnement d'une société quand elle commence à reprendre son fonctionnement. Et vous pointez un deuxième élément que je n'ai pas évoqué, qui je crois est très important, qui est le moment du déconfinement. Finalement, ces patients que nous ne connaissions pas et qui manifestement ont souffert de cette crise au point de nécessiter des soins, ont d'autant plus souffert que le déconfinement est arrivé. Alors, est-ce que c'est la cinétique de cette souffrance, c'est-à-dire qu'il a fallu 3 mois de difficultés pour qu'ils arrivent aux soins, ou bien est-ce que c'est le déconfinement lui-même qui contribue à cette incertitude, cette incompréhension? Certains ont parlé, de façon un peu impropre d'ailleurs, de syndrome de la cabane. Le syndrome de la cabane, pour les psychiatres qui exercent en milieu pénitentiaire, c'est cette difficulté pour un individu qui sort de prison de sortir de sa chambre, de chez lui, comme s'il restait cloîtré dans le vécu de cette claustration en prison. Je pense un peu excessif de l'appliquer au déconfinement, même si on constate que certaines personnes ne parviennent pas à se déconfiner. En tout cas, ce que ça dit, c'est que le déconfinement, ça a été encore plus d'incertitude et donc encore plus de peur sans objet et donc de l'angoisse. Alors, est-ce que ça remet en cause l'évolution de la clinique psychiatrique de ces dernières années? Je ne crois pas. Ça reste dans les grands fondamentaux de la psychiatrie, l'angoisse, qui elle-même peut s'incarner dans toutes sortes de symptômes. Les symptômes sont souvent des sortes de paratonnerres qui cristallisent, condensent l'angoisse. Donc, je ne crois pas qu'on change les gammes d'expression symptomatique aujourd'hui au travers de cette crise. Par contre, on insiste sur ce que l'angoisse peut constituer comme moteur de la souffrance psychique. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe.
Je voulais vous interroger, Raphaël Gaillard. Vous êtes responsable de pôle. Philippe le rappelait au début de son intervention. Vous avez donc des responsabilités à l'hôpital, qui sont des responsabilités à l'hôpital et par rapport à plusieurs hôpitaux, qui sont des responsabilités d'organisation, des responsabilités d'administration. Et on voit bien à travers le panorama qui a été décrit depuis le début de l'émission, la difficulté de l'État français, de l'administration française, à imaginer, à structurer un avenir pour la psychiatrie. Et on voit bien que la psychiatrie a des difficultés particulières de moyens. Et en ce sens, je trouve que ce serait intéressant que nous revenions sur la manière dont on devient psychiatre aujourd'hui, la formation, le lien entre les médecins et les infirmiers dans l'exercice pratique quotidien de la psychiatrie. Comment est-ce que les choses se passent? Où est le manque criant de moyens? Est-ce que la formation des psychiatres est aujourd'hui satisfaisante? Je voyais qu'il n'y a pas de concours particulier pour devenir psychiatre, qu'il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus, que d'une certaine manière, on peut choisir d'être psychiatre parce qu'on n'a pas pu devenir chirurgien. Est-ce que tout cela a un sens? Je pense que ce serait d'autant plus important qu'on ressent en vous écoutant que l'analyse du psychiatre pour comprendre les décisions politiques, nos manières de voir, l'incertitude, la contingence, même puisque c'est le terme que vous avez utilisé dans une de vos chroniques, c'est très important pour comprendre la complexité. Alors, comment expliquer que l'avenir de la psychiatrie soit aussi difficile à organiser en termes de choix collectifs? Raphaël Gaillard. Alors pour un mot sur la formation des psychiatres très, très rapidement, c'est une discipline médicale donc, qui fait l'objet d'un choix au moment du concours de l'internat, qui ne s'appelle plus l'internat, mais les épreuves classantes nationales. Donc un futur psychiatre fait sa première année de médecine, aujourd'hui réformé, puis son deuxième cycle, fin de premier cycle et deuxième cycle d'études médicales, passe ce concours et choisit sa discipline en fonction de son classement. Il choisit la ville d'affectation et la discipline en fonction du classement. Dans l'ensemble, et sans qu'on en tire forcément de conclusion immédiate, l'attractivité des disciplines est proportionnelle à l'espérance de revenus de chacune de ces disciplines. Ça veut dire que les disciplines les mieux choisies sont la cardiologie, la dermatologie, l'ophtalmologie, la radiologie, et les disciplines les moins bien choisies sont des disciplines très cliniques qui ne reposent pas sur des actes techniques rémunérés comme tels. Donc typiquement la médecine générale, la psychiatrie, la gériatrie, ces disciplines qui ne reposent que sur l'interaction, essentiellement sur l'interaction entre deux êtres humains pour porter un diagnostic et mettre en place un traitement. Alors, est-ce que ça aboutit à un désamour de la psychiatrie? Statistiquement, oui, les futurs psychiatres ne sont pas les mieux classés au concours de l'internat. On peut peut-être modérer ce constat par le fait qu'il y a aujourd'hui un attrait nouveau pour la psychiatrie, qui vient notamment de l'attrait pour les neurosciences et ce champ immense de connaissances qui s'ouvre pour les jeunes médecins, les jeunes chercheurs, de sorte que finalement, il y a deux populations qui choisissent la psychiatrie, quelques personnes très brillantes qui veulent faire et de la recherche et de la clinique et qui sont attirées par l'immensité de ce qui est à faire dans le champ des neurosciences. Et puis, des personnes qui ne sont pas très bien classées à l'examen classant national. Ce n'est pas forcément un choix par dépit, mais c'est vrai que c'est assez curieux que la répartition des choix se fasse de cette façon. Alors ensuite, quant à l'exercice de la psychiatrie, je ne sais pas si la problématique est tant liée à ce choix qu'à la situation très spécifique de la psychiatrie dans le champ sanitaire, qui est notamment le fait que notre discipline n'est pas tarifée à l'activité.
Pour mémoire, hein, aujourd'hui, les disciplines dites MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique, sont rémunérées à l'activité, y compris à l'hôpital public. Ça veut dire qu'un hôpital public voit sa dotation évoluer selon l'activité chirurgicale qu'il a ou obstétricale, avec des critères qui relèvent d'une tarification qui s'appelle la T2A, qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes parce que elle a un effet d'incitation à l'activité et de compensation de l'activité plutôt que de raisonnement par les objectifs, c'est-à-dire quelle est la santé que l'on cherche à obtenir. L'enjeu est de multiplier l'activité. La psychiatrie, fort heureusement, s'est tenue en dehors de ce mouvement de tarification de l'activité, mais ça a eu aussi des effets pervers parce que ça veut dire qu'on n'a pas du tout mesuré l'activité de la psychiatrie. Or, l'activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. Pour les chiffrer très concrètement, en nombre de lits, on est passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On doit être à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a divisé par 3 le nombre de lits dont disposait la psychiatrie. C'était motivé par la pression économique d'une part, mais c'était aussi motivé par une idéologie, et le terme n'est pas forcément négatif, hein, qui était celle de ne plus hospitaliser, c'est-à-dire de construire une psychiatrie dans la cité, une psychiatrie qui serait essentiellement ambulatoire, qui serait implantée au travers de ces dispensaires, ce qu'on appelle les CMP, dans la ville, dans les régions, et plus sous la forme asilaire, celle de l'hospitalisation, qui consisterait à enfermer, entre guillemets, des individus entre 4 murs, dans une forme de ghetto que devient rapidement l'hôpital psychiatrique. C'était une très belle idée, c'était une idée construite sur le secteur, qui est une merveilleuse invention française datant de 1960, mais c'était aussi probablement aller trop loin dans cette perspective du tout ambulatoire. Parce que, d'ailleurs, si on y réfléchit, autour même du mot asile, on sait ce qu'il colporte de négatif, mais le mot lui-même n'est pas si laid. Et aujourd'hui, se retrouver dans la situation où il devient extrêmement difficile d'hospitaliser un patient en souffrance, où il faut jongler en permanence avec des lits insuffisants pour soigner des patients de plus en plus nombreux, on voit bien qu'on a atteint un déséquilibre dont il va être difficile de remonter. Donc, pour ce qui est de l'organisation de la psychiatrie, sur les choix, j'en ai dit quelques mots, mais je pense que l'essentiel aujourd'hui du déséquilibre tient plutôt au choix qui a été fait, en partie pour des raisons économiques, mais aussi très largement pour d'autres raisons, vraiment de politique de soins, autour de la fermeture de lits, autour du désenclavement de l'hôpital psychiatrique, en ayant, je pense, été trop loin et en se trouvant dans une curieuse situation, c'est que c'est bien difficile de revenir en arrière. Oui, un mot peut-être, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant de la recherche avec les pionniers de la psychiatrie de secteur, avec les inventeurs, notamment avec Philippe Paumel, qui est un psychiatre dans la cité, dont je trouve que le nom a été fâcheusement oublié au fil des années. La psychiatrie de secteur n'avait pas, contrairement à une autre partie des mouvements psychiatriques de l'époque, et notamment ceux qu'on a appelés les antipsychiatres, n'avait pas fait de l'asile un repoussoir absolu. La psychiatrie secteur avait essayé de minimiser le recours à l'asile et de multiplier les autres possibilités d'intervention, les hospitalisations à domicile, les ateliers protégés, etc. etc. Et c'est vrai qu'au fil des années, le caractère repoussant de l'asile l'a emporté sur cette idée de la relativisation de sa place dans le système psychiatrique. C'est en tout cas du moins comme ça que je l'ai observé, ayant sur vous, professeur Gaillard, l'avantage de l'âge, le bénéfice de l'âge, devrais-je dire. Béatrice Gibelin.
Oui, je voudrais revenir un peu sur cet abandon, au fond, de la politique de secteur. C'est sans doute pour une question de moyens, assurément, mais je pense qu'il doit y avoir aussi de très grandes différences entre le fait de se trouver dans une grande agglomération comme Paris, avec de très grands services psychiatriques comme Sainte-Anne, et puis sans doute des déserts psychiatriques dans un certain nombre de départements français, où là, c'est là que manquent les postes, c'est là que manquent les psychiatres. Et cette situation qui me semble extrêmement grave, je m'interrogeais, est-ce que c'est une spécificité française ou est-ce que ces difficultés de la psychiatrie, on les retrouve au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne? Est-ce que cette psychiatrie, parent pauvre au fond de la médecine, est-ce que ce ne serait pas commun à d'autres pays européens ou est-ce qu'on a des voisins qui font beaucoup mieux que nous là-dessus? Avant que vous ne me répondiez, Raphaël Gaillard, je rappelle que vous présidez le congrès de l'Encéphale, qui réunit chaque année un très grand nombre, plus de 1400, je crois, psychiatres francophones. Donc il y a aussi, entre autres, les Québécois et les Belges, à propos desquels vous avez sans doute des précisions à apporter à la question de Béatrice. Raphaël Gaillard. Oui, merci. C'est même un peu plus de 4000 psychiatres qui nous rejoignent chaque année au congrès de l'Encéphale, effectivement, de toute la francophonie. Et puis évidemment, au titre de notre activité universitaire, nous avons des collaborations avec beaucoup de pays étrangers. Je crois que le caractère spécifique, volontiers isolé, voire stigmatisé de la psychiatrie, il est commun à tous les pays, toutes les longitudes, toutes les latitudes. Il n'y a pas de formidable réussite. Je crois que c'est inhérent à ce que la pathologie psychiatrique, la maladie mentale, a elle-même de stigmatisant. Le stigma, il porte sur les patients souffrant de troubles mentaux, et j'ai évoqué au début de l'émission le contraste entre la fréquence de ces troubles, encore une fois 1% de la population générale pour ce qui est de la schizophrénie, et le fait que personne n'en parle. Il y a manifestement un tabou, un stigma, et ce stigma, il s'applique évidemment aux soignants également, il s'applique aux interventions des soignants également. On pourrait parler des psychotropes, par exemple, pour lesquels, autour desquels il existe un véritable stigma, des psychothérapies aussi d'ailleurs, quand elles ne font pas l'objet d'un engouement qui est plus intellectuel que lié à la réalité du soin. Donc je crois que cette situation, elle est commune à tous les pays, chacun a sa solution, elle n'est jamais parfaite et en tout cas elle rencontre cette force du stigma. Là où on a une spécificité française qui je crois est une spécificité forte et qui n'a guère d'équivalent, c'est celle du secteur. Le secteur, il faut rappeler ce que c'est que le secteur. Qu'est-ce que c'est que le secteur quand il est pensé par ces grands penseurs que Philippe Meyer a évoqués tout à l'heure, y compris donc Pommel, au lendemain de la guerre, c'est l'idée que pour toute domiciliation, il existe une équipe de soins de psychiatrie. Ça veut dire qu'on définit une sorte d'équivalent de carte scolaire qui fait que pour chaque habitant, il existe un référent, une équipe référente en psychiatrie. C'est ça le secteur, donc c'est une unité géographique d'à peu près 70 000 habitants et l'ensemble du territoire national est comme ça balayé par cette organisation en secteur. Et je crois que c'est essentiel d'avoir ce type d'organisation parce que ça permet, en tout cas ça vise à limiter, là encore, les effets du stigma, c'est-à-dire l'oubli possible des patients. On parle souvent, on n'en a pas parlé là, de la question de l'obligation de soins en psychiatrie. La psychiatrie est une discipline assez particulière par rapport aux autres disciplines médicales, puisque nous pouvons contraindre un individu en suivant un dispositif très précisément défini du point de vue légal, à suivre des soins. Donc, il y a une possibilité d'obligation, il y a une obligation de soins pour certains patients. Mais en fait, la réalité de l'exercice de la psychiatrie, ce n'est pas l'obligation de soins des patients, c'est l'obligation de soins des soignants. Et c'est ça le secteur. Ça veut dire que si un individu, à un endroit donné, est en souffrance, le secteur correspondant a l'obligation
de le prendre en charge. Ça, c'est une organisation qui est vraiment remarquable et qui, quand elle n'existe pas, aboutit à ce que nous observons déjà, mais de façon beaucoup plus inquiétante encore, s'avère, c'est le fait que les personnes souffrant de troubles mentaux sont SDF ou bien dans des prisons. Il suffit de se balader dans une ville américaine pour voir à quel point la question de la non prise en charge de la maladie mentale est liée à l'exclusion sociale. Donc cette organisation en secteur, elle est vraiment très précieuse puisque elle définit une obligation de soins vis-à-vis des individus. Maintenant, elle a aussi des inconvénients, et vous l'avez évoqué, votre question le précise très bien, c'est que qu'est-ce qu'un secteur parisien versus un secteur en pleine Creuse? Qu'est-ce que 70 000 habitants dans Paris par rapport à l'Aveyron? Évidemment, ça n'est pas du tout la même entité, ça n'est pas du tout la même fonction. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de faire évoluer le secteur pour qu'il rende compte de cette disparité dans la démographie du secteur concerné. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là, c'est peut-être un effet pervers d'ailleurs de l'absence de mesure de l'activité. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que la psychiatrie s'était tenue, et heureusement, en dehors de la T2A. De ce fait, le secteur sédimente une sorte d'histoire locale sans réelle possibilité d'évolution, ce qui n'est pas satisfaisant. Je vais donner juste un exemple qui est celui du psychotraumatisme. Pour différentes raisons, la France, qui avait beaucoup pensé l'enjeu du psychotrauma, s'en est complètement détachée, ou largement détachée. Il se trouve que l'enjeu du psychotrauma est redevenu, hélas, un enjeu majeur, au gré essentiellement du terrorisme. Et il a fallu réinventer une offre de soins dans le champ du psychotrauma, mais c'était difficile de le faire à partir du secteur, puisque chaque secteur comportait une équipe de soins occupée à des soins, et qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain leur dire vous allez en plus inventer un nouveau soin, celui qui correspond au psychotrauma. Donc on voit comment le secteur est un garant de la prise en charge des patients faisant l'objet du stigma, et donc il faut absolument non seulement le protéger, mais le cultiver, mais en même temps il faut le faire évoluer parce qu'il est aussi facteur d'immobilisme. Olivier Padis. Je voudrais vous interroger sur les rapports entre la psychiatrie et la gériatrie. Vous avez dit que les patients de psychiatrie, ou la psychiatrie fait partie des grands oubliés de la médecine, mais alors à certains égards, les personnes âgées ou très âgées font aussi partie des oubliés de notre société. Et avec le vieillissement général de la population, l'allongement de la durée de vie et des personnes qui vivent vraiment très très âgées, on voit des phénomènes où il y a des besoins de prise en charge aussi pour des pathologies mentales, des dépressions, parfois des troubles plus graves, de dégénérescence pour lesquels en fait la médecine ne peut pas grand-chose. Enfin bref, quand on va dans un EHPAD aujourd'hui, on voit des gens qui prennent beaucoup de médicaments psychotropes. Donc, comment comprendre ce rapport entre gériatrie et psychiatrie? Comment est-ce que vous définiriez leur relation actuellement? Raphaël Gaillard. Alors, elle est en pleine évolution parce qu'est née une surspécialité qui est la psychiatrie de la personne âgée, en ayant bien pris conscience du fait qu'il y avait un enjeu d'interaction entre la psychiatrie et la gériatrie, et qu'il fallait donc organiser une spécialité spécifique, une surspécialité à partir de la psychiatrie. Donc elle est en pleine évolution. Cela étant, je crois qu'on peut dire plusieurs choses. Premièrement, le vieillissement de la population générale ou l'allongement de la durée de vie fait que cette question est évidemment majeure pour tous les pays développés, et qu'il faut construire
une prise en charge des individus prenant de l'âge qui ne soit pas que celle du handicap, de la dépendance, autour notamment des EHPAD. Donc il y a vraiment un enjeu à penser l'accompagnement des personnes âgées. Deuxièmement, vous avez évoqué incidemment la question des psychotropes. En les décrivant comme on ne devrait pas les décrire, c'est-à-dire comme remplaçant, on l'entend dans votre question, l'interaction, c'est-à-dire un individu qui reçoit des psychotropes, de nombreux psychotropes, avez-vous dit, et on pense entendre dans votre question pour ne pas l'écouter. Alors évidemment, ça c'est une problématique type de la psychiatrie, qui est celle du lien humain et de ce que nous voulons, nous, psychiatres, cultiver du lien humain. Alors c'est difficile en période de passage de distanciation sociale, c'est presque un paradoxe, mais c'est évident que la question du devenir des personnes âgées, comme la question plus générale de la souffrance psychique, pose avant tout celle des façons que nous pouvons penser de cultiver le lien social. Ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition d'ailleurs entre psychotropes et psychothérapie, entre prise en compte de la personne et prescription d'un psychotrope. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc je pense qu'on est en train d'évoluer vers une interaction plus forte entre gériatrie et psychiatrie. Encore faut-il se poser la question des moyens, puisque dans le même temps, il persiste 1% de la population générale souffrant de schizophrénie, 2% de troubles bipolaires et 20% survie entière de dépression. Donc on ne peut pas non plus réorienter les forces vives de la psychiatrie vers un nouvel enjeu en oubliant ces pathologies qui, elles, sont toujours aussi fréquentes. Béatrice Gibelin. Oui, nous n'avons pas du tout évoqué la psychiatrie liée aux problèmes d'addictologie, que ce soit la drogue, les différentes formes de drogue ou l'alcool qui est aussi une forme de drogue. J'ai toujours l'impression que dans ce pays, on ne prend pas suffisamment la mesure, ou en tout cas on ne donne pas suffisamment de moyens à traiter les troubles psychiatriques liés aux problèmes, par exemple, de l'alcoolisme. Est-ce que vous partagez cette façon de voir ou est-ce que vous pensez que non, aujourd'hui, les choses sont bien prises en charge et qu'elles se passent bien quand on voit… Pardon, Raphaël Gaillard. Je crois que Béatrice a sauté. Oui. Raphaël Gaillard. Alors, sur les conduites addictives, d'abord, force est de constater qu'elles sont toujours aussi fréquentes. Elles évoluent de conduite addictive, donc de toxicomanie, à des substances. On voit aujourd'hui toute une série de conduites addictives dites sans objet, c'est-à-dire comportementales, aux jeux vidéo, à la pornographie. Et c'est tout un champ d'exercice de l'addictologie qu'il faut penser au travers de ces consommations d'autres choses que de substances. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la difficulté de l'addictologie, je trouve, c'est qu'elle ajoute au stigma des maladies mentales que j'ai évoqué au cours de cette émission, un réflexe que j'ai envie de qualifier de judéo-chrétien, qui est celui de la pénitence, de la culpabilité de la pénitence. C'est-à-dire que le modèle longtemps en addictologie a été celui du sevrage et de l'abstinence. Il reste pertinent pour certains patients et il faut évidemment savoir mettre en place les conditions qui permettent ce sevrage prolongé. Mais d'autres pays ont une conduite beaucoup plus pragmatique qui a été celle de la réduction de la consommation. En fait, plutôt que chercher le Graal de l'abstinence, qui je crois est vraiment porté comme Graal par des considérations quasi religieuses, l'objectif, c'est vraiment celui de minimiser les risques liés à une conduite addictive. Et la première minimisation, c'est la réduction de la consommation. Et donc, c'est d'intervenir dans toute une série de gammes d'interventions qui visent non pas à supprimer définitivement
tant est que ce soit possible, la conduite addictive, mais à en limiter les conséquences. Donc, il y a eu un changement de paradigme en addictologie qui est difficile à obtenir, qui consiste à repérer les nouvelles conduites addictives, à ne pas oublier les anciennes, et la problématique notamment des conduites addictives liées à l'alcool en France, et à mettre au point des nouvelles stratégies qui visent à réduire les risques liés à une consommation, plutôt que viser, avec une ambition qui est tout à fait discutable, et en tout cas qui n'est pas adaptée à bon nombre de patients, l'abstinence. Lucile Schmitt. Oui, je voulais passer à… Enfin, dans le texte dont parlait Philippe au départ, de Daniel Zaguri et de Jean de Carvaz-Doué, il qualifiait la psychiatrie de discipline biopsychosociale. Et je me suis dit, tiens, ça c'est mystérieux, mais on voit en tout cas qu'il y a là l'idée qu'il faut tenir à la fois quelque chose de très social, de très quotidien, et le médecin généraliste voit des patients déprimés, et aussi le champ de la recherche. Vous parliez tout à l'heure des neurosciences et de l'horizon qu'elles offrent aux jeunes psychiatres lorsqu'il s'agit de se spécialiser. Et je voulais vous demander comment est-ce qu'on maintient l'ensemble de l'échelle, c'est-à-dire entre la médecine d'application, le lien d'ailleurs entre le psychiatre à l'hôpital et le médecin généraliste, comment ça se passe, et puis comment est-ce qu'on maintient le lien avec la recherche, le côté assez palpitant en fait. On sentait d'ailleurs dans vos textes, dans les textes que vous avez écrits, l'intérêt pour le côté mystérieux aussi du coronavirus. On sentait aussi l'intérêt, à mon avis, du psychiatre, parce que je crois que dans la psychiatrie, il y a ce sentiment d'exploration, de découverte, de curiosité. On apprend des choses. Vous nous rappeliez que les patients en psychiatrie ont été peu touchés par le coronavirus, alors même qu'on imaginait qu'ils seraient plus touchés que les autres, et que ça pouvait être dû au fait qu'ils avaient connu d'autres situations extraordinairement difficiles, mais ça les a aussi protégés, si j'ai bien compris, médicalement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment la psychiatrie fait le lien entre cette médecine très quotidienne d'application, la recherche, et comment, au fond, elle nous dit quelque chose de la médecine en général? Raphaël Gaillard. Alors, plusieurs questions en une. D'abord, vous évoquez, peut-être que c'est utile pour nos auditeurs de le préciser, puisqu'on n'a pas fait jusque-là, la façon dont le coronavirus a atteint la psychiatrie. En fait, nous nous attendions au début de cette crise à un désastre sanitaire. D'abord parce que, comme je l'ai évoqué, nous n'avions pas de quoi protéger nos patients et nos soignants, en tout cas au début de la crise. Ensuite, parce que la culture, je l'ai dit plusieurs fois, de la psychiatrie, c'est celle du lien social et justement pas de la distanciation. Dans un hôpital psychiatrique, les patients déjeunent et dînent ensemble, pas dans leur chambre, ce qui évidemment ne se prête pas à la limitation de la propagation d'un virus. De plus, bon nombre de nos patients pouvaient ne pas bien comprendre les règles de distanciation sociale, ou bien encore bon nombre ont des comorbidités de type surpoids ou diabète qui, on le sait, étaient des facteurs de risque pour cette maladie. Donc nous attendions, hélas, un désastre, et la surprise a été heureuse, quasi miraculeuse. Nos patients ont été très peu atteints par le coronavirus, mais vraiment très peu atteints. Sur le pôle dont je suis responsable, on a eu à peu près 19-20% des soignants qui ont eu des symptômes évocateurs de Covid. Je dis symptômes évocateurs parce que bon nombre n'ont pas été testés, parce que nous n'avions pas de masques, nous n'avions guère de tests, évidemment. Donc à peu près 20% des soignants. Et ce pourcentage a culminé à 3% pour les patients. Et ce constat, il a été fait par toutes les équipes de psychiatrie de France et de Navarre, d'Espagne, d'Italie, même nos collègues chinois quand on arrive à interagir avec eux. Manifestement, nos patients ne sont pas atteints de forme sévère de cette maladie. En tout cas, la grande majorité ne le sont pas. Ce qui nous a amené à nous interroger sur ce qui pouvait les protéger. Alors, il y a plusieurs pistes qui ont trait au statut immunitaire de ces patients, qui ont trait au traitement qu'ils reçoivent, notamment manifestement certains psychotropes
seraient protecteurs, dont d'ailleurs le plus ancien des neuroleptiques inventés en France, la chlorpromazine, le largactile. Il se peut aussi que la nicotine, on en a beaucoup parlé, ait des effets protecteurs. Bref, il y a quelque chose qui les a protégés et on s'en réjouit. Et d'ailleurs, on ne fait pas que s'en réjouir puisque la crise Covid n'est malheureusement pas derrière nous et donc on essaye d'opérationnaliser ce constat pour éventuellement en tirer des pistes utiles pour l'ensemble de la population. Est-ce que, par exemple, si certains psychotropes sont protecteurs, nous pourrions être amenés à les utiliser en dehors de la psychiatrie pour prévenir ou soigner le Covid. Évidemment, comme nous ne sommes pas Marseillais, nous voulons faire les choses les plus rigoureusement possible et donc nous testons ces hypothèses in vitro à l'Institut Pasteur et puis, si possible, sous la forme d'essais cliniques. Mais ce que vous pointez dans votre question, je voulais éclaircir ce point sur la trajectoire du Covid en psychiatrie, c'est la forme d'enthousiasme qui peut animer le psychiatre. Manifestement, vous avez bien perçu, et je crois qu'elle tient à deux choses. Premièrement, il y a aujourd'hui un continent à explorer qui est celui du fonctionnement du cerveau et notamment de ce cerveau en lien avec les autres. C'est celui des neurosciences au sens large. Et ça, c'est extrêmement excitant. Les connaissances progressent chaque jour. Et dans le même temps, il est à peu près certain que nous ne maîtriserons pas l'ensemble de ces questions dans les 5 ans qui viennent. Et donc, je crois que quand un individu choisit cette discipline avec l'idée de faire de la recherche, il se dit que l'immensité de la tâche est telle que l'ennui ne pourra pas le guetter. Ça, c'est la question de la recherche. Mais même chez les psychiatres ne faisant pas de la recherche, je crois qu'il existe toujours une forme de fascination pour ce que peut être le fonctionnement psychique d'un individu souffrant d'un trouble mental. Fascination qui n'empêche pas, bien au contraire, de soigner, enfin j'espère, mais fascination quand même. Et je crois que c'est quelque chose qui animera toujours le soignant ou le psychiatre qui fait ce choix d'accompagner des personnes souffrant de troubles mentaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce mot de biopsychosocial qui condense les différentes entrées possibles dans le fonctionnement d'un individu, sa biologie, son fonctionnement psychique et les déterminants sociaux. C'est à la fois une formule qui est satisfaisante parce qu'elle est œcuménique et qui, en même temps, est un peu un piège parce que je la pense suspecte d'une tentation dualiste. Il y aurait d'un côté la biologie, de l'autre côté la psychologie et les déterminants sociaux. Or, je crois que philosophiquement, il n'y a pas de sens à cette tentation dualiste, y compris les éléments sociaux ou psychologiques s'incarnent. Ça ne veut pas dire que le seul mode d'entrée est celui d'un traitement psychotrope ou d'une technique de neurostimulation. Bien évidemment, la psychothérapie est une façon de soigner des individus. Mais la psychothérapie, elle a bien des effets sur le cerveau. Ça n'est pas que la parole. Donc, je pense que le mot biopsychosocial qu'utilise Zaguri et de Kervas-Doué, il est œcuménique, mais potentiellement trompeur, parce qu'en prétendant rassembler le biopsychosocial, il est suspect aussi de les séparer. Je voudrais, Raphaël Gaillard, revenir un peu en arrière, ou en tout cas repartir dans une autre direction, qui est celle de ce que la période et l'observation que vous avez pu faire des comportements vous a appris. Vous utilisez, vous parlez à plusieurs reprises de la recherche immédiate de coupables et de l'effritement de la contingence. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ces deux expressions ? Alors, sur la contingence, d'abord, la contingence, donc ce qui pourrait ne pas être, c'est normalement quelque chose qui amène à suspendre son jugement, c'est-à-dire à proprement s'étonner et à prendre le temps de cet étonnement.
Et je crois qu'on a de plus en plus de mal à prendre le temps de cet étonnement, que immédiatement il faut des explications. Ces explications, elles sont volontiers causalistes, ce qui n'a d'ailleurs pas de sens dans une démarche scientifique. La recherche des causes, on recherche les mécanismes à l'œuvre, on ne cherche pas les causes, sinon on finit toujours dans cette démarche causale à Dieu, cet asile de l'ignorance pour Spinoza. Donc je pense qu'on a énormément de mal aujourd'hui à faire le constat qu'on ne comprend pas. Et finalement, cette crise du coronavirus, ça a été celle de l'incompréhension avant tout. Y compris dans le champ médical d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé en France à faire face à cette crise en ayant des idées reçues qui sont avérées largement fausses quant à ce qu'est ce virus. Et donc, quand on constate notre absence de connaissances, je crois que le premier mouvement doit être celui de l'étonnement et d'une forme de suspension du jugement pour marquer le temps d'arrêt de l'étonnement et ensuite mettre en place les moyens de comprendre. Ça, c'est facile à dire, mais très difficile à faire, en fait, parce que la tentation constante, dans une situation d'incertitude, c'est de créer un fil narratif qui explique les choses. On a parlé tout à l'heure de l'angoisse, peur sans objet, mais plus généralement, si on considère l'incertitude amène toujours à chercher des explications. Il y a d'ailleurs des expériences de psychologie sociale absolument remarquables qui montrent que si vous induisez de l'incertitude chez un individu, alors comment est-ce qu'on induit de l'incertitude chez un individu ? Par exemple, on le fait jouer à un jeu de cartes dont il est censé avoir la règle et en fait on viole régulièrement cette règle. Qui joue face à un ordinateur et en fait régulièrement ce qui devrait se passer après tel ou tel choix de cartes n'est pas respecté. Donc ce que vit l'individu, c'est une majoration de l'incertitude puisque son modèle explicatif du monde, ici un jeu de cartes, n'est plus satisfaisant. Et si vous induisez de l'incertitude chez un individu, eh bien, immédiatement après, il adhère statistiquement plus souvent à des perceptions. Des perceptions, ça veut dire que vous lui montrez un peu comme un Rorschach, un nuage de points ou d'encre. Il y voit beaucoup plus de choses, il voit beaucoup plus de patterns que s'il n'était pas dans une situation d'incertitude. Et même plus encore, il adhère plus à des superstitions, voire à des théories conspirationnistes, que s'il n'était pas dans une situation d'incertitude. Donc, ce qu'on peut observer à l'échelle d'une population générale, c'est que l'incertitude, c'est le petit frère de la peur sans objet, donc de l'angoisse, et c'est très inconfortable, premièrement. Deuxièmement, là où nous devrions suspendre notre jugement au vu de notre incompréhension des phénomènes, on se précipite pour d'une certaine façon, épuiser, consommer cette incertitude au travers de possibles explications, c'est-à-dire qu'on adhère anormalement vite à des superstitions ou croyances. Et ça, je crois qu'on l'a vu à l'œuvre en boucle pendant cette crise. Et je crains que ce soit très inquiétant pour l'avenir parce que j'ai parlé de notre fascination pour ce que nous ne comprenons pas. Encore faut-il tolérer l'incertitude qui est née de cette incompréhension. Et manifestement, c'est difficile. Marc-Olivier Padis, c'est à vous que reviendra la dernière question de ce trop court entretien. Oui, ça me fait penser votre toute dernière remarque à un entretien qu'il y a eu avec le philosophe Jürgen Habermas dans Le Monde au début de l'épidémie, où il rappelle que le propre du régime démocratique, c'est justement que c'est un régime d'incertitude d'une façon structurelle quasiment, et que ce qu'on voyait à l'œuvre, c'était la décision politique dans un contexte d'incertitude qui est le nôtre. Et donc ça ouvre des réflexions, ce que vous dites aussi, sur les conséquences politiques, c'est-à-dire que nous sommes nécessairement un peu dans une situation
de malaise et d'incertitude en régime démocratique. Mais la question que je voulais vous poser, c'est ce qui est vraiment passionnant à vous écouter, c'est que pour un observateur extérieur de la psychiatrie, on a l'impression aussi, on n'en a pas parlé, que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de querelles de chapelle. Et en vous écoutant, on a l'impression que ces querelles, en fait, c'est peut-être une représentation du passé, parce que vous avez dit d'emblée, ce qui compte, c'est le lien humain. Il ne faut pas opposer les psychothérapies aux médicaments. Vous parlez aussi des neurosciences. Et donc, on a l'impression que toutes sortes de clivages en tout cas, que moi, je croyais installés entre psychothérapie et neurosciences, etc. Finalement, ce sont des clivages qui appartiennent un peu au passé et qu'on est rentré dans un autre cycle de la psychiatrie. Alors, merci pour cette question. Et puis, je vais m'empresser de lire Habermas. Je pense effectivement qu'il y a un effet générationnel. C'est-à-dire qu'il y a eu une cristallisation des conflits, parfois quasiment au couteau, entre les tenants de différentes conceptions de la psychiatrie, en fait, entre différentes obédiences. Et j'ai l'impression que le choix de la jeune génération est dans l'ensemble tout à fait transversal à ces querelles de clocher. Je crois qu'il y a une forme de pragmatisme dans les choix des jeunes soignants, des jeunes psychiatres, qui ne représentent plus du tout la violence de ces conflits, qui était vraiment une violence quasiment physique. Alors, c'est avant tout une très bonne chose, parce que je crois que ces divisions ont fait énormément de mal, elles sont toujours instrumentalisées politiquement au sens de la promotion de quelques individus ou quelques groupes et pas du tout dans l'intérêt collectif. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose que les clivages ne soient plus aussi actifs et que des choix puissent être faits de façon transversale. Peut-être qu'on peut en même temps se poser la question de ce qui fera la tenue, la cohérence de la trajectoire d'un individu choisissant la psychiatrie. Il y a quelque chose aujourd'hui un peu de la façon dont on désigne ce fonctionnement chez les étudiants américains, c'est ce qu'on appelle le shopping around, c'est-à-dire on prend un peu des idées de tous les champs et on en fait son propre cursus, sans qu'il y ait réellement de colonne vertébrale, sans qu'il y ait de perspective établie. Je pense que la bonne façon probablement de fréquenter la psychiatrie, c'est de se garder d'adhérer à une idéologie et donc ne pas rentrer dans les querelles anciennes de clocher, mais en même temps de s'efforcer de cultiver au moins un exercice spécifique de façon plus extensive, qui soit celui de la psychanalyse ou des neurosciences, peu importe, parce qu'il faut quand même pouvoir naviguer à partir d'un exercice plus spécifique. Raphaël Gaillard, je vous remercie du caractère à la fois substantiel et particulièrement clair de vos réponses à nos questions. Je remercie aussi la compagnie MMA qui nous finance et qui aussi fait connaître notre podcast à ses collaborateurs et à sa clientèle. Je remercie Cyprien Legrand avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va assurer maintenant le compendium, le compte-rendu analytique de notre conversation, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes qui nous permettent de recevoir vos financements, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes. Raphaël Gaillard, merci encore. Merci à vous.